Le vent hurlait comme un animal blessé contre les fenêtres de la cabine de Longmarin. La neige fouettait les vitres en traînées furieuses, et la température avait chuté de 15 degrés depuis le coucher du soleil. Il était assis à sa table de cuisine, nettoyant son pistolet de service avec la même précision méthodique qu'il avait apprise à l'armée. Chaque mouvement était délibéré, chaque action calculée. Le coup était si faible qu'il faillit le manquer. Dudley releva brusquement la tête. 3 coups, à peine audibles à cause de la tempête. Il posa son chiffon et s'approcha de la fenêtre, scrutant à travers le verre dépoli. Rien que du chaos blanc. Un autre coup. Plus faible cette fois, il déverrouilla la porte et l'ouvrit. L'air arctique le frappa comme une gifle. Mais ce n'est pas ce qui lui glaça le sang. C'est une petite silhouette debout sur son porche. Pieds nus, sans manteau, les lèvres si bleues qu'elles semblaient peintes. June, sa nièce de 8 ans, se balançait sur des jambes qui semblaient prêtes à s'effondrer. Jésus-Christ la souleva avant qu'elle ne tombe. Sa peau était glacée et elle ne pesait rien. June, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Fais de moi ton enfant, tonton. Sa voix était un murmure, chaque mot claquant des dents. Maman dit, je suis trop moche pour y aller. Il claqua la porte d'un coup de pied et la porta jusqu'à la cheminée. Il attrapa la couverture sur son canapé et l'enveloppa dans sa silhouette menue, lui frottant les bras et les jambes pour rétablir la circulation. Ses yeux le fixèrent, vitreux et confus. Où aller, ma chérie? Où ta mère emmenait la scie? Voir Denny chez lui. June avait du mal à parler. Elle dit, seules les jolies filles peuvent y aller. Elle dit, je ressemble trop à papa. Une rage froide monta dans la poitrine de Lial, mais il garda une voix calme. Combien de temps as-tu marché là-bas? Je ne sais pas. Longtemps. Elle s'enfouit plus profondément dans la couverture. Mes pieds cessèrent de me faire mal. Cela l'effrayait plus que tout. Gelure, il avait besoin de la réchauffer lentement, de lui faire boire un liquide chaud. Il la porta jusqu'à la cuisine et la déposa sur une chaise près du radiateur. Je vais te faire du chocolat chaud. Bon, alors on va appeler ta mère. Elle ne répondra pas, la voix de June était neutre. Elle ne répond jamais quand j'appelle. Lee remplit une tasse de lait et la mit au micro-ondes. Ses mains tremblaient tandis qu'il attrapait le chocolat en poudre. Connor était mort depuis 8 mois, et c'était la première fois qu'il voyait June depuis l'enterrement. Callie avait invoqué de nombreuses excuses pour expliquer pourquoi les filles ne pouvaient pas venir. Oncle Hill. La voix de June était plus forte maintenant. Puis-je vivre avec toi? Il se retourna. Elle le regardait avec les yeux de Connor. Le même bleu-gris qui lui avait semblé trop fort pour leur âge. Les mêmes yeux qu'il avait regardés depuis son lit d'hôpital 3 ans plus tôt, quand Connor était rentré d'Afghanistan avec un éclat d'obus dans la jambe. On trouvera bien une solution, ma puce. Il lui tendit la tasse chaude. Mais d'abord, raconte-moi exactement ce qui s'est passé ce soir. June entoura la tasse de sa petite main et but une gorgée avec précaution. Les couleurs ont commencé à lui revenir aux joues. Maman se préparait pour son rendez-vous. Elle a mis sa robe rouge et le parfum qui me fait éternuer. Lassie demandait quand on partait. Et maman a dit que Lassie pouvait venir, mais que je devais rester. A-t-elle dit pourquoi? Elle a dit que Denny n'aimait pas les enfants moches. Alors je lui rappelle papa et ça le met en colère. La voix de June ne portait aucune émotion, comme si elle récitait des faits. Elle m'a enfermé dans ma chambre et m'a dit de ne pas sortir. La mâchoire de elle s'est serrée. Comment es-tu sorti? J'ai grimpé par la fenêtre. Ce n'est pas si haut. Et il y a un arbre. Elle a pris une autre gorgée. Je suis venu ici parce que je me souvenais que tu avais dit que je pouvais toujours venir te voir si j'avais besoin d'aide. Il avait dit ça à l'enterrement de Connor, quand Callie n'écoutait pas. Il s'est agenouillé et l'a murmuré à l'oreille de June pendant qu'il descendait son frère dans le sol. Tu as bien fait de venir ici alors qu'elle s'asseyait en face d'elle. Mais marcher sans chaussures dans un blizzard était dangereux. On aurait pu mourir. Je sais, Zu croisa son regard, mais rester était pire. La simple vérité le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Une fillette de 8 ans avait choisi de risquer la mort plutôt que de rester chez sa mère. Quel enfer Callie lui faisait-elle vivre? Oncle Lyle, maman dit que tu nous détestes maintenant que papa est parti. C'est vrai? Non, ma chérie. Je ne pourrai jamais te détester, ni Lassie. Il tendit la main et lui toucha la main. Vous me manquiez tous les deux tous les jours,
June hocha la tête et termina son chocolat chaud. Ses paupières s'alourdissaient et elle voyait l'épuisement la gagner. Il devait la réchauffer et la sécher. Puis trouver la prochaine étape. On va te mettre des vêtements chauds et te mettre au lit. On s'occupera du reste demain. Il trouva un vieux t-shirt qui lui pendait aux genoux et une paire de chaussettes épaisses. En l'aidant à se changer, il remarqua des bleus sur ses bras. Les anciens étaient passés au jaune et au vert. Ses mains, immobiles. June, d'où viennent-elles? Elle baissa les yeux sur ses bras comme si elle voyait les bleus pour la première fois. Je tombe souvent. Maman dit que je suis maladroite. Alors que j'avais vu assez de blessures sur le terrain pour savoir faire la différence entre les bleus accidentels et les bleus volontaires. C'étaient des traces de doigts. Quelqu'un l'avait attrapé assez fort pour laisser des traces. Est-ce que ta mère se fâche souvent contre toi? June est montée dans son lit et a tiré les couvertures jusqu'à son menton. Elle se fâche quand je la regarde. Elle dit que j'ai les yeux de papa et que ça la rend triste. Et Lassie? Est-ce que maman se fâche contre elle? Non. Lassie est jolie comme maman. Maman dit que Lassie est son petit ange parfait. Les yeux de June se fermèrent. Elle dit qu'une erreur a tout gâché. Elle s'assit au bord du lit jusqu'à ce que la respiration de June se calme. Puis il alla à la cuisine et appela le bureau du shérif. Callie avait besoin de savoir où était sa fille, même si elle ne le méritait pas. Voici l'adjoint Walsh. Tom, c'est la marin. J'ai June chez moi. Elle est partie pendant la tempête. Seigneur, Lial, elle va bien? Elle se réchauffe. Mais Tom, je crois qu'il se passe quelque chose là-bas. Quelque chose de grave. Tu veux que je fasse une vérification de l'aide sociale? Oui. Et Tom, quand tu trouveras Callie, dis-lui que je garde June ce soir. Elle ne retournera pas dans cette maison tant que je n'aurai pas de réponse. Bien reçu. Je vais y aller tout de suite. Elle raccrocha et regarda la tempête part. Libération conditionnelle, pas d'appel, pas de peine réduite pour la coopération. Les deux défendeurs ont accepté les accords plutôt que de faire face à des condamnations à mort et à des condamnations à mort possibles. L'audience de plaidoyer était prévue pour un mercredi matin fin novembre. Lial est arrivé tôt avec Juin et Ruby a voulu obtenir de bonnes graines pour la résolution finale du cas de Connor. Le palais de justice était rempli de journalistes, d'amis et de collègues de Connor et de membres curieux du public. La nouvelle du complot du meurtre avait attiré l'attention régionale, et tout le monde voulait voir comment cela se terminerait. Le juge Morrison a présidé l'audience avec la même efficacité sévère qu'elle avait montrée pendant l'affaire de Garde. Callie a été amenée en premier, portant une combinaison orange et des menottes. Elle avait l'air hagardée et vaincue, rien de tel que la femme polie qui a charmé Connor des années plus tôt. Madame Marin, vous avez accepté de plaider coupable de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré. Comprenez-vous que ce plaidoyer porte une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle? La voix de Callie était à peine audible. Oui, votre honneur. Comprenez-vous qu'en entrant dans ce plaidoyer, vous admettant la planification et la participation au meurtre de Connor Marin? Oui. Dites au tribunal ce qui s'est passé le 15 octobre de l'année dernière. L'avocate de Callie avait préparé une déclaration, mais elle semblait lutter avec les mots. Enfin, elle a commencé à parler d'une voix plate et sans émotion. Danilo et moi avions prévu de tuer mon mari. Nous l'avons attiré à Miller S. en lui disant que j'étais en danger et que j'avais besoin d'aide. À son arrivée, nous avons discuté de l'argent et de la garde des enfants. Denny a poussé Connor de la falaise et nous l'avons laissé là pour mourir. Quel était votre motif pour ce crime? Argent. Connor avait découvert que Lassie n'était pas sa fille biologique et qu'il prévoyait de me divorcer. J'aurais tout perdu dans la maison. Le soutien financier de l'assurance vie à Lassie, vous avez donc décidé de le tuer à la place. Oui. L'expression du juge Morrison était froide en pierre. Madame Marin, par l'accord des deux parties, je vous condamne à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Vous purgerez cette phrase au centre correctionnel de l'État pour les femmes. En menant Callie, elle se tourna et regarda directement en Juin. Son expression était illisible, pas l'alponction, pas en colère, juste vide. June regarda en arrière sans tressaillir, Denny a été amené ensuite. Contrairement à Callie, il s'est toujours porté avec l'arrogance. Comme si tout cela était en quelque sorte sous lui. Sa confession était plus détaillée et beaucoup plus dérangeante.
Connor Marin était un homme faible qui ne méritait pas ce qu'il avait. Puis il a déclaré que sa femme et sa fille étaient mieux sans lui. J'ai fait ce qui devait être fait. Vous l'avez assassiné de sang-froid. Le juge Morrison a déclaré, j'ai supprimé un obstacle. Les yeux du juge ont flâné de colère. Monsieur Lowe, votre insensé et votre manque de remords sont notés pour le dossier. Je vous condamne à la prison à perpétuité sans la possibilité que la libération conditionnelle soit signifiée à une sécurité maximale. Alors qu'il conduisait Denny, il regarda Lial et sourit froidement. Ce n'est pas la justice. C'est une vengeance. Non, le juge Morrison a déclaré avant que quiconque ne puisse répondre. La justice est ce que Connor Marin n'a jamais obtenu. La justice est ce que June Marin a été refusé pendant 8 mois. C'est simplement la loi qui suit son cours. Après l'audience, Lial se tenait à l'extérieur du palais de justice avec June et Ruby, regardant le cirque des médias se dérouler autour d'eux. Les journalistes ont crié des questions, mais Lial les a tous ignorées. Il ne s'agissait pas de l'attention des médias ou de la justification publique. C'était une petite fille qui avait finalement été entendue et croyait. « Comment vous sentez-vous » il a demandé en juin. Elle y réfléchit sérieusement. Fatiguée, mais bon. Tasée, comme après avoir nettoyé une pièce vraiment désordonnée. Ruby a ri et ébouriffé les cheveux de June. C'est une bonne façon de le dire, ma chérie. Alors qu'ils se dirigeaient vers le camion de elle, le député Walsh les a rattrapés. Elle sait une chose de plus. Que veux-tu faire à propos de Lassie ? Ils se demandaient tous à ce sujet. Lassie était en famille d'accueil temporaire pendant que les tribunaux ont réglé sa situation de garde. Avec ses 2 parents biologiques maintenant en prison à vie, elle était essentiellement orpheline. Quelqu'un lui a-t-il demandé ce qu'elle voulait ? June a dit soudainement. Les adultes l'ont regardée avec surprise. Je veux dire, peut-être qu'elle veut vivre avec nous. Nous sommes la seule famille qui lui a laissé. Eh bien, j'ai pensé la même chose, mais je n'avais pas voulu faire pression sur June. Malgré tout ce que Kelly avait fait, Lassie était encore en juin et Connor l'avait élevée comme sa propre fille pendant 5 ans. Voudriez-vous cela ? Avoir de Lassie vive avec nous. June hocha la tête. Elle est petite et elle a peur. Et ce n'est pas de sa faute si maman et Denny ont fait de mauvaises choses. Ruby sourit. Connor sera si fier de vous deux. 6 mois plus tard, Lial se tenait dans le même palais de justice pour une occasion beaucoup plus heureuse. Le juge Morrison finalisait son adoption à la fois en Juin et en Lassie, ce qui en fait officiellement ses filles. Juin, maintenant 9 ans, était assis à côté de lui dans une nouvelle robe qu'elle avait choisie elle-même. Lassie, presque 6 ans, était de son autre côté, bavardant avec enthousiasme à l'idée d'obtenir un nouveau nom de famille. Vous, Larin, promettez-vous d'aimer, de protéger et de subvenir à ses besoins en Juin et en Lassie comme vos propres enfants ? Je fais. Et vous voulez que Lial soit votre nouveau papa ? Oui, cria Lassie, faisant rire tout le monde dans la salle d'audience. June n'était plus réservé, mais tout aussi certain. Oui, votre honneur. Il a bien pris soin de nous. Ensuite, par le pouvoir qui en est l'État, je déclare cette finale d'adoption. Félicitations à la famille Marin. Alors que je quittais le palais de justice ce jour-là, June a glissé sa main dans l'IS. Oncle Lial, je veux dire, papa. Ouais, gamin. Pensez-vous que Connor sait ce qui s'est passé ? Pensez-vous qu'il sait que nous allons bien maintenant ? Leva les yeux vers le ciel bleu clair. Pensez au dernier message vocal de son frère. Si quelque chose m'arrive, protégez mes filles. Ouais, je pense qu'il sait. Et je pense qu'il est fier de votre courage. June sourit et lui serra la main. Je pense que oui aussi. Ce soir-là, alors qu'il était assis dans son salon en regardant June et Lassie jouer avec leur nouveau chiot, un golden retriever qu'ils ont nommé Connor. Ruby était dans la cuisine faisant le dîner, bourdonnant une vieille chanson. Connor a utilisé un amour sur la table basse était le dernier dessin de Juin. Il a montré une maison avec des fleurs dans la cour pour des personnages de bâton se tenant la main et un chien qui coule autour de la pelouse avant. En haut de la page en lettres prudents, elle avait écrit ma famille. Elle a pris son téléphone et a fait défiler le vieux message vocal de Connor, celui qu'il avait sauvé et écouté des dizaines de fois au cours de la dernière année. Il l'a joué une fois de plus. La voix de Connor remplit la pièce. Si quelque chose m'arrive, je protégerai mes filles. Les deux. Regardez June et Lassie, en sécurité et heureux dans leur nouvelle maison.
Il a regardé Ruby, qui avait retrouvé son chemin vers la joie après avoir perdu son fils. Il a regardé la famille qu'ils avaient construite à partir des cendres de la tragédie. Je l'ai fait, a-t-il dit tranquillement à l'enregistrement. Les deux. Un an plus tard, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Connor, Lial et les filles ont visité Miller S. Mais au lieu d'aller à la falaise où Connor était décédé, ils ont parcouru une prairie de l'autre côté de la montagne où Connor prenait du camping en juin quand elle était plus petite. Ils ont répandu une couverture et ont fait un pique-nique, partageant des histoires sur Connor et en parcourant d'anciens albums photos. Juin avait apporté son pavé de croquis, mais au lieu de dessiner des souvenirs sombres, elle a dessiné des photos des fleurs et des papillons autour d'eux. Lassie, maintenant 6 ans et prospère en première année, avait fait une carte pour Connor à l'école. Il a dit « Merci d'être mon papa, même si nous n'avions pas le même ADN ». Alors que le soleil commençait à se coucher, June tira quelque chose de son sac à dos. C'était son vieux journal, celui avec les dessins sombres qui avait aidé à condamner sa mère et Denny. « Je veux laisser ceci ici », a-t-elle dit. Pour Connor, il sait donc que la vérité est sortie. Êtes-vous sûr? Ces dessins étaient très importants. Je n'en ai plus besoin. J'ai de nouvelles photos dans ma tête maintenant. Heureux. Elle a placé le cahier sous un grand chêne et l'a recouvert de pierres. Puis elle recula et prit la main de elle. Pouvons-nous revenir l'année prochaine? Chaque année si vous voulez. Alors qu'il redescendait la montagne vers la maison, June a regardé une fois à l'arbre où elle avait quitté son ancien journal. Le traumatisme et la peur qu'il contenait resteraient enterrés là-bas avec une petite fille qui avait dû garder des secrets aussi terribles. La fille marchant sur la montagne était différente. Elle guérissait. Elle était aimée. Elle était en sécurité. Et elle était à la maison. La fenêtre. Quelque part dehors, sa belle-sœur jouait à la maison avec son petit ami sous le regard de sa fille de 5 ans. Et June était là, saine et sauve, mais abîmée, avec des bleus et des traumatismes qu'aucun enfant ne devrait avoir à endurer. Connor lui avait fait promettre de s'occuper des filles si quelque chose arrivait. Le garçon n'a pas tenu cette promesse pendant 8 mois, faisant confiance à Callie pour être une mère décente. Il ne referait pas la même erreur. June dormit 14 heures d'affilée. Quand elle se réveilla enfin, elle trouva l'eau dans la cuisine en train de préparer des pancakes. Elle se tenait sur le pas de la porte, vêtue de son t-shirt trop grand, les cheveux dressés de façon bizarre. « Bonjour, mon petit. Comment vas-tu? » Mieux. Elle grimpa sur un tabouret au comptoir. « Tu vas vraiment me laisser rester pour l'instant? » Ouais. Il retourna une pancake et se laissa glisser dans son assiette. « J'ai appelé ta mère hier soir. Elle vient te chercher cet après-midi. » Le visage de June se décomposa. « Je ne veux pas y retourner. Je sais, mais légalement, c'est ta tutrice. Je ne peux pas te garder sans passer par les voies légales. Nous sommes des voies légales. Je vais m'asseoir à côté d'elle avec sa propre assiette. Les tribunaux, les avocats, ceux qui décident de ce qui est le mieux pour les enfants. Me laisseront-ils rester avec toi? Je ne sais pas, mais je vais essayer. » Il la regarda couper sa pancake en carrés précis. « June, j'ai des questions à te poser sur la maison, sur la façon dont ta mère te traite. Peux-tu être honnête avec moi? » Elle hocha la tête, mais ne leva pas les yeux de son plat. « Ta mère te frappe-t-elle parfois? Quand je la mets en colère. » Qu'est-ce qui la met en colère? Plein de choses. Quand je pleure. Quand je demande des nouvelles de papa. Eh bien, je ne range pas ma chambre assez vite. June prit une petite bouchée. Quand je la gêne, je maintiens sa voix posée. Et Denny? Il te frappe? Il crie beaucoup. Il dit que je suis une gamine et que maman devrait me renvoyer. June leva les yeux vers lui. Il ne m'aime pas beaucoup. Ce n'est pas ta faute, mon chéri. Les adultes ne devraient jamais faire en sorte que les enfants se sentent indésirables. June hocha la tête et se remit à manger. Lil observa son approche méthodique de la crêpe. Sa façon de mâcher chaque bouchée, la précaution avec laquelle elle tenait sa fourchette. Tout dans ses mouvements évoquait une enfant qui avait appris à être invisible. Après le petit déjeuner, June demanda si elle pouvait regarder la télévision. Elle l'installa dans le salon avec des dessins animés et alla appeler Zara Caldwell. Si quelqu'un pouvait l'aider à gérer cette situation, c'était elle. Zara a répondu à la deuxième sonnerie. Lial, je me demandais quand tu appellerais. J'ai besoin de ton aide, Z.
C'est au sujet de June, la fille de Connor. Qu'est-ce qui ne va pas? Il lui a raconté la nuit précédente, l'état de June à son arrivée, les bleus, les choses qu'elle avait dites sur Callie et Denny. Zara l'a écouté sans l'interrompre, mais il l'entendait prendre des notes. Quand peux-tu la voir, a-t-il demandé après avoir terminé. Je peux passer cet après-midi. Avant que Callie ne vienne la chercher, la voix de Zara était grave. Ce que tu décris ressemble à de la violence psychologique systématique, peut-être physique. Si June dit la vérité, elle dit la vérité, alors nous devons tout documenter. Des photos des bleus, un entretien enregistré, un examen médical si elle y consent, et après? Puis-je obtenir la garde? C'est possible, mais ça va être un combat. Callie est la mère biologique et elle n'a été condamnée pour aucun crime. Il faudrait des preuves substantielles de maltraitance ou de négligence. Il regarda June par la porte, recroquevillée sur son canapé à regarder des dessins animés. Elle paraissait si petite et fragile, mais il y avait en elle une force qui lui rappelait Connor. Son frère n'avait jamais reculé devant une bagarre quand un être cher était en danger. Alors, on trouvera les preuves. Elle, sois prudent. Si les suspects de Callie montent un dossier contre elle, elle pourrait disparaître avec les deux filles et tu n'auras alors aucun moyen de les aider. Je ne laisserai pas faire. Après avoir raccroché avec Zara, elle retourna au salon. June s'était rendormie, recroquevillée sous une couverture. Même endormie, elle semblait alerte, prête à s'enfuir à tout moment. Il s'apprêtait à la recouvrir d'une autre couverture lorsqu'elle se mit à parler dans son sommeil. Elle dit qu'elle ne veut Lassie que parce qu'elle est jolie comme lui. La voix de June était faible et angoissée. Elle dit, je suis trop moche. Et lui rappelle les mauvaises choses. L'eau s'est figée. June dormait encore, mais ses mots étaient clairs. Je ne veux pas retourner dans la chambre noire. Je ne veux pas entendre les cris. Elle se retourna, le visage enfoncé dans le coussin. Lassie s'endort dans la jolie chambre. Je prends le placard. Une fureur froide monta dans la poitrine de Lial. Le placard. Callie faisait dormir June dans un placard pendant que Lassie obtenait une vraie chambre. Il sortit son téléphone et commença à enregistrer, captant les paroles somnolentes de June comme preuve. Elle ne m'aime pas parce que je ressemble à papa. Elle n'aime que les jolies filles. Les jolies filles comme lui. Lui. Pas Connor. Quelqu'un d'autre. Il avait un pressentiment, mais il savait de qui June parlait. Le bruit d'une voiture dans l'allée le fit arrêter l'enregistrement. Par la fenêtre, il vit la berline rouge de Callie s'arrêter. Elle en sortit vêtue d'un jean de marque et d'un manteau en laine. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés malgré l'orage de la nuit précédente. On aurait dit qu'elle allait bruncher, pas chercher sa fille qui avait failli mourir de froid. Elle secoua doucement June pour la réveiller. Ta mère est là, ma puce. June ouvrit brusquement les yeux et se redressa rapidement. L'enfant détendu qui mangeait des crêpes avait disparu, remplacé par quelqu'un de vif et de las. Dois-je partir pour l'instant? Mais je te promets que ce n'est pas fini. On frappa à la porte avec force et impatience. Lee ouvrit et trouva Callie debout, les bras croisés, l'air agacé plutôt qu'inquiet. Où est-elle? Elle est là et elle va bien. Pas grâce à toi. Callie le poussa jusqu'au salon. June, prends tes affaires. On s'en va. Je n'ai rien, dit June doucement. Je suis venu en pyjama. Alors allons-y, Callie attrapa June par le bras et la tira vers la porte. Attends. Je vais m'interposer entre eux et la sortie. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé hier soir. Ce qui s'est passé, c'est que June a piqué une crise et s'est enfuie. Les enfants font ça parfois. La voix de Callie était dédaigneuse. Elle est dramatique, comme son père. Elle a marché 5 kilomètres sans chaussures dans une tempête de neige. Elle aurait pu mourir, mais elle ne l'a pas fait. Elle est venue ici et... Vous avez pris soin d'elle. Problème résolu. Elle a regardé June, qui se tenait silencieusement à côté de sa mère. Le comportement de l'enfant avait complètement changé. Ses épaules étaient voûtées, ses yeux baissés. Elle avait l'air vaincue. June me dit que vous la laissez seule pendant que vous sortez avec Denny. Les yeux de Callie ont brillé. Ce que je fais de mon temps libre ne vous regarde pas, June est ma fille. La fille de Connor aussi. Et il m'a demandé de veiller sur elle. Connor est mort. Les mots sont sortis froids et tranchants. Je suis le seul parent qui lui reste,
et je l'élèverai comme bon me semble. En l'enfermant dans sa chambre et en la traitant de moche, le visage de Kali est devenu blanc, puis rouge. Elle vous a raconté des histoires. June a une imagination débordante. Elle invente des choses pour attirer l'attention. Les bleus sur ses bras ne sont pas imaginaires. Elle tombe. Elle est maladroite. Je vais fondre devant June. C'est vrai, ma chérie? Tu es tombée? June regarda sa mère, puis de nouveau Lil. Il pouvait voir le conflit dans ses yeux, la peur se mêler au désir de dire la vérité. Je tombe parfois, murmura-t-elle. Kali sourit triomphalement. Tu vois, on s'en va. Elle prit la main de June et se dirigea vers la porte. June regarda Lial avec une expression qui lui brisa le cœur. Elle avait 8 ans et elle apprenait déjà à mentir pour se protéger. Ce n'est pas fini, Kali. Elle s'arrêta à la porte. Si. Et Lial, si jamais tu reprends ma fille sans permission, je te fais arrêter pour enlèvement. Ils partirent et elle resta sur le seuil de sa porte à regarder la berline rouge disparaître au bout de la route. Le petit visage de June était visible par la lunette arrière, l'observant jusqu'au coin de la rue. Il retourna à l'intérieur et appela de nouveau Zara. Elle l'a prise, dit-il quand Zara répondit. Je m'en doutais. As-tu trouvé quelque chose d'utile? June parle dans son sommeil. Elle mentionne dormir dans un placard et dit quelque chose comme quoi Kali n'aimait que les jolies filles comme lui. Pas Connor. Quelqu'un d'autre. Denny. C'est mon avis. Elle arpentait son salon. Je crois que Connor s'est douté de quelque chose avant de mourir. Je crois que c'est pour ça qu'il voulait que je surveille les filles. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. 3 jours après que Kali ait ramené June chez elle, elle ne supportait plus l'attente. Il est passé 2 fois devant leur maison en voiture, à la recherche de signes de vie. La 2e fois, il a vu que la voiture de Kali avait disparu, mais il y avait des lumières allumées à l'intérieur, il s'est garé dans la rue et s'est dirigé vers la maison. Par la fenêtre, il pouvait voir June assise seule à la table de la cuisine. Elle avait un livre ouvert devant elle, mais elle ne lisait pas. Elle fixait simplement les pages tandis qu'on frappait à la porte. June a levé les yeux, l'a vue par la fenêtre et son visage s'est illuminé. Elle a couru vers la porte et l'a ouverte. Oncle Lyle, maman n'est pas là. Je sais. J'ai vu que sa voiture avait disparu. Il est monté à l'intérieur et s'est agenouillé à sa hauteur. Comment vas-tu, ma puce? D'accord, mais son sourire s'est vite estompé. Maman m'en veut de t'avoir parlé. Elle dit, j'ai menti. Tu n'as pas menti. Tu as dit la vérité, et c'est toujours la bonne chose à faire. June hocha la tête, mais n'avait pas l'air convaincu. Elle dit, si je mens encore, elle m'enverra dans un foyer pour enfants mal élevés. Tu n'es pas mal, June. Et je ne laisserai personne t'envoyer ailleurs. Promis. Promis. June sourit de nouveau, un vrai sourire cette fois. Tu veux voir ma chambre? Bien sûr. Elle le conduisit dans un couloir étroit jusqu'à une porte au bout. Lorsqu'elle l'ouvrit, le cœur de Lee se serra. Ce n'était pas une chambre. C'était un placard aménagé, à peine assez grand pour un matelas simple par terre et une petite commode. Il n'y avait pas de fenêtre, pas de véritable éclairage, juste une ampoule nue suspendue au plafond. C'est ici qu'on dort. Ouais. Maman dit que c'est douillet. June s'assit sur le matelas. Lassie prit la grande chambre avec le lit de princesse. Elle regarda autour d'elle. C'était propre mais déprimant. Pas de décoration, pas de jouets, juste un endroit pour dormir. Sur la commode, il remarqua un sac à dos usé avec des fournitures scolaires qui débordaient. C'est ton cartable? Ouais, j'ai oublié de faire mes devoirs hier soir. Maman criait sur Denny au téléphone et je n'arrivais pas à me concentrer. Bon, j'ai pris le sac à dos. Ça te dérange si je t'aide? D'accord. Alors qu'il sortait ses fournitures scolaires, un petit carnet tomba par terre. Il était relié par une ficelle et couvert de l'écriture soignée de June. Le mot « journal » était écrit au crayon violet sur la couverture. Qu'est-ce que c'est? Les yeux de June s'écarquillèrent et elle le saisit. C'est privé. Je suis désolé. Je ne voulais pas envahir ton intimité. Il le lui rendit. C'est un journal? June serra le carnet contre sa poitrine. En quelque sorte.
C'est là que je dessine les choses dont je me souviens. Quel genre de choses? Elle hésita, puis ouvrit un carnet à la première page. C'était le dessin d'un homme et d'une femme se tenant la main. L'homme avait les cheveux noirs et les yeux doux. La femme avait de longs cheveux blonds. C'était papa et maman quand ils étaient heureux. Elle étudia le dessin. June avait un vrai talent pour une enfant de 8 ans. Les personnages étaient détaillés et expressifs. Puis-je en voir plus? June feuilleta les pages. Il y avait des dessins de pique-niques familiaux, de fêtes d'anniversaire, de matins de Noël, tous montrant des moments plus heureux du vivant de Connor. Puis les dessins changèrent. À mi-chemin du carnet, les images devinrent plus sombres. Il y avait un dessin d'une femme avec des gribouillis furieux en guise de visage, debout au-dessus d'une petite silhouette recroquevillée dans un coin. Un autre représentait un homme aux yeux méchants, une bouteille à la main. Qui est-ce? Il désigna l'homme, Denny. Il vient souvent. June tourna la page. Celui-ci date de la mort de papa. Le dessin représentait une falaise avec des bonhommes allumettes au sommet. L'un d'eux tombait, bras et jambes écartés. Deux autres silhouettes se tenaient au bord et observaient. June, qu'est-ce que c'est? Elle désigna la silhouette qui tombait. C'est papa. Il est tombé de la falaise à 1000 rs. Je sais. J'étais à l'enterrement, tu te souviens? Mais ce sont les gens qui étaient là. Elle désigna les deux silhouettes debout. L'une était étiquetée maman en lettres majuscules. L'autre était étiquetée le barman. Le sang de Lee se glaça. June, qui t'a dit que ta mère et Denny étaient là quand ton père est tombé? Personne ne me l'a dit. Je les ai vus. Tu les as vus? Comment? June tourna la page. Le dessin suivant montrait une voiture garée derrière des arbres avec une petite silhouette cachée sur la banquette arrière. Maman m'a emmené à Piquery ce jour-là, mais une fois arrivée, elle m'a dit de rester dans la voiture. Elle voulait parler à papa et au barman. La voix de June se fit plus basse. Ils se disputaient, criant très fort. Pourquoi se disputaient-ils? Je ne sais pas, mais maman pleurait et papa me désignait du doigt dans la voiture. Puis le barman a poussé papa, et papa est tombé de la colline. J'ai regardé le dessin. June avait été témoin de la mort de Connor et, selon elle, ce n'était pas un accident. June, en as-tu parlé à quelqu'un? À la police. À ta mère. June a secoué la tête. Maman a dit que j'avais rêvé. Elle a dit que j'avais dormi dans la voiture tout le temps et que j'avais inventé cette histoire parce que papa me manquait, mais tu sais que tu ne dormais pas. Je sais, mais maman s'énerve vraiment quand j'en parle. Elle dit que si je mens sur elle, il m'arrivera des malheurs. J'étais malade. La mort de Connor avait été jugée accidentelle. Il aurait fait une randonnée seul et aurait glissé sur des pierres. Mais si June disait vrai, Connor avait été assassiné. Puis-je emprunter ce carnet, ma chérie? Juste pour quelques jours. June le serra plus fort. Pourquoi? Parce que je pense que les adultes ont besoin de voir tes dessins. Ils ont besoin de savoir ce qui est vraiment arrivé à ton papa. Tu veux bien me le rendre? Promis. June hésita, puis lui tendit le carnet. Ne le montre pas à maman. Elle va être vraiment en colère. Moi non plus. Ce sera notre secret. D'accord. Ils entendirent une voiture dans l'allée. Le visage de June pâlit. C'est maman. Tu dois y aller. Je vais glisser le carnet dans sa veste. Où est la porte de derrière? June le conduisit à travers la cuisine jusqu'à une porte qui donnait sur un petit jardin. Il entendit la voix de Cali à l'avant de la maison, appelant June. Souviens-toi, c'est notre secret, murmura-t-il. June hocha la tête et courut vers l'avant. J'arrive, maman. Elle se glissa par la porte de derrière et se dirigea vers son camion. En s'éloignant, il vit Cali par la fenêtre de la cuisine parler avec animation à June. Même de loin, il sentait qu'elle était contrariée. Il se rendit directement au bureau de Zar. Elle était entre deux rendez-vous et accepta de le voir immédiatement. Qu'est-ce qui est si urgent? Demanda-t-elle tandis qu'il s'asseyait en face de son bureau. Elle sortit le carnet de June. J'ai besoin que tu regardes ça. Zara ouvrit le carnet et étudia les dessins en silence. À chaque page, son expression devenait plus sérieuse. Lial, si ces dessins sont exacts, Connor a été assassiné.
Je sais que ce n'était pas juste de la maltraitance, Lial. June a été témoin d'un crime, peut-être de plusieurs crimes. Zara referma soigneusement le carnet. Nous devons porter cela aux autorités immédiatement. La croiront-ils? Elle a 8 ans, et cela fait 8 mois que Connor est mort. Les enfants sont souvent les témoins les plus fiables. Ils n'ont pas les mêmes filtres que les adultes. Ils voient ce qu'ils voient et le rapportent honnêtement. Zara se pencha en avant, mais il y a autre chose ici. Regarde ce dessin. Elle ouvrit une page vers la fin. Il montrait 2 silhouettes enlacées, entourées de cœurs. L'une était étiquetée maman, l'autre le barman. June a dessiné ça récemment. Regarde les traits de crayon. Ils sont frais. Elle a observé Cally et Denny ensemble. Alors, elle les observait aussi le jour de la mort de Connor. Et sur son dessin de ce jour-là, elle les montre debout ensemble pendant que Connor tombe. Cela suggère qu'ils travaillaient ensemble. Je vais réexaminer le dessin. Tu penses que Cally et Denny ont planifié le meurtre de Connor? Je pense que c'est possible. Et si c'est le cas, June est le seul témoin, ce qui fait d'elle une cible. Exactement. Bon, il faut l'éloigner de Cally ce soir. Comment? Cally contestera toute action en justice. Et je n'ai aucun motif pour une garde d'urgence. Et Ruby? Pourrait-elle prendre les filles temporairement? Ruby. La mère de Connor et elle demandaient à voir June et Lassie depuis des mois, mais Cally avait toujours des excuses. Elle prétendait que les filles étaient trop occupées par l'école, ou qu'elle s'inquiétait pour la santé de Ruby, ou que le moment n'était tout simplement pas le bon. Je pourrais l'appeler, voir si elle est prête à aider. Fais-le. Elial, sois prudente. Si Cally et Denny ont tué Connor, ils n'hésiteront pas à blesser quiconque se mettra en travers de leur chemin. Le bureau de Zara, avec le carnet de June, fermait la poche de sa veste. Les dessins étaient des preuves, mais ils étaient aussi plus que cela. C'étaient les messages désespérés d'un enfant qui en avait trop vu et n'avait personne à qui le dire. Il pensa à Connor, à la promesse qu'il avait faite à l'enterrement. Il avait trahi son frère pendant 8 mois, mais il ne le trahirait plus. Quoi qu'il en coûte, il obtiendrait justice pour Connor et la sécurité de June. La vérité se cachait dans les pages du journal intime d'un enfant de 8 ans. Il ne lui restait plus qu'à trouver comment l'utiliser. Elle passa la matinée suivante dans l'ancien appartement de Connor, celui que Cally avait abandonné après avoir emménagé avec Denny. Le propriétaire gardait les affaires de Connor en garde-meuble, attendant qu'un membre de la famille les réclame. Lorsqu'il avait finalement appelé, les cartons restaient dans un coin de son salon, tels des accusations. Pendant 8 mois, il avait évité de s'occuper des affaires de Connor, se disant qu'il n'était pas prêt. La vérité était plus simple et plus douloureuse. Il avait eu peur de ce qu'il risquait de trouver. Maintenant, avec les dessins de June éparpillés sur sa table basse, il ne pouvait plus se permettre d'avoir peur. Il commença par le bureau de Connor, un petit meuble en bois qui avait connu des jours meilleurs. Les tiroirs étaient presque vides. Cally avait pris tout ce qui avait une valeur évidente. Ball connaissait les habitudes de son frère. Connor était paranoïaque à l'idée de perdre des fichiers numériques. Depuis qu'une panne informatique à la fac lui avait coûté un semestre de travail, il passa les mains sous les tiroirs du bureau. Cherchant du ruban adhésif dans le 3e tiroir, ses doigts trouvèrent quelque chose. Un petit disque dur externe fixé avec du ruban isolant. Compris. Elle brancha le disque à son ordinateur portable. Il était protégé par un mot de passe, mais il connaissait le système de Connor. Il avait toujours utilisé des variantes des dates de naissance des filles et du nom de jeunes filles de leur mère. Après 3 essais, il était convaincu que le disque contenait des années de fichiers, de photos, de documents, de relevés financiers. Elle commença par le dossier le plus récent, daté de 2 semaines seulement avant la mort de Connor. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de documents que Cally avait visiblement oubliés lors du nettoyage de l'appartement. Des relevés bancaires montrant des dépôts suspects sur son compte. Des factures de cartes de crédit pour des dîners coûteux et des courses. Des photos des réseaux sociaux de Cally, capturées par Connor, la montrant avec Denny dans divers bars et restaurants du quartier. Mais c'est le fichier audio qui fit trembler la main de Lee. Le fichier était intitulé « Appel d'assurance ». Copie. Lee appuya sur « Lecture ». La voix de Connor emplit la pièce. Fatigué mais déterminé. J'ai besoin de savoir comment changer les bénéficiaires de mon assurance vie.
Et si je soupçonne une fraude? Une voix de femme répondit, Monsieur Marin, êtes-vous en train de dire que quelqu'un a falsifié votre signature? Je dis que ma femme a modifié nos comptes à mon insu. Retrait important, ajout de nouveaux bénéficiaires. Je veux connaître mes options. Eh bien, si vous pouvez prouver une fraude, toute police ou tout compte ouvert sans votre consentement sera invalidé. Mais il vous faudra des preuves substantielles. J'y travaille. L'appel continua pendant 10 minutes, Connor posant des questions détaillées sur la fraude à l'assurance vie et la procédure de signalement des délits financiers. À la fin, elle resta assise en silence, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur. Connor savait, d'une manière ou d'une autre, qu'il avait deviné que Cally préparait quelque chose. Mais savait-il pour Denny? Savait-il que sa vie était en danger? Elle parcourut d'autres dossiers. Il y avait des copies imprimées des SMS de Cally récupérés sur leur compte téléphonique commun. La plupart étaient innocents, mais quelques-uns le glaçaient. Un SMS datant de 3 semaines avant la mort de Connor. On ne peut plus attendre. Il commence à se méfier. Un autre de 2 jours avant. Après ce week-end, on sera libre. Juste moi, toi et Lassie. Et un autre envoyé le matin de la mort de Connor. Soyez prêts. Pas de recul maintenant. Tous envoyés à un numéro que elle ne reconnaissait pas. Il prit son téléphone et composa le numéro. Bureau du shérif. Adjoint Walsh à l'appareil. Tom, c'est Lial. J'ai besoin que tu me trouves un numéro de téléphone. Il lut le numéro des SMS de Cally. Tom le mit en attente quelques minutes, puis reprit la communication. Ce numéro appartient à Denny Law. Il s'appelle Denny. Tu le connais? Malheureusement, oui. Tom, j'ai besoin de te voir. J'ai la preuve que la mort de Connor n'était pas accidentelle. Bon sang, t'es sûr? Mort. Bien sûr. Tu peux me retrouver chez moi dans 1 heure. J'arrive. Après avoir raccroché, tout en continuant à fouiller les dossiers de Connor dans un dossier intitulé « Famille », il trouva quelque chose qui le fit arrêter de respirer. C'était un message vocal enregistré, daté du jour de la mort de Connor. L'horodatage indiquait qu'il avait été enregistré seulement 3 heures avant l'heure estimée du décès. Elle cliqua sur lecture, les doigts tremblants. La voix de Connor résonna dans les haut-parleurs, mais il avait changé. Effrayé. Urgent. Elle, c'est moi. J'ai essayé de t'appeler, mais je suis tombé directement sur la messagerie. Écoute, Cally a menti sur tout. L'argent, l'assurance, même Lassie. J'ai reçu les résultats du test de paternité, et elle n'est pas de moi. Ce n'est pas ma fille, Lial. Cally ment depuis 5 ans. Un silence. Puis la voix de Connor est devenue plus basse et plus intense. Je l'ai confrontée à ce sujet hier soir, et elle a pété les plombs. Elle s'est mise à hurler qu'elle méritait mieux, qu'elle n'aurait jamais dû m'épouser. Elle a dit des trucs sur toi, maman et June. Elle déteste June. En fait, elle la déteste parce qu'elle me ressemble. Un autre silence en arrière-plan. Elle entendait une portière de voiture claquer. Elle revenait de quelque part. Elle était bizarre, nerveuse. Et son petit ami, Denny, il l'appelait toute la matinée. Quelque chose ne va pas. S'il m'arrive quelque chose, je protégerai mes filles. Toutes les 2. Je sais que Lassie n'est pas biologiquement de moi, mais ce n'est qu'une enfant, et elle ne mérite pas ce que Cally prépare. Le message s'est coupé brusquement. Elle l'a réécouté, puis une 3e fois. Connor savait qu'il était en danger. Il était au courant de la liaison de Cally, de la filiation de Lassie, de l'argent, et il avait essayé de prévenir Lial, mais elle n'avait pas répondu à son téléphone. Il était au travail, gérant une crise à la clinique des anciens combattants où il était bénévole. Lorsqu'il avait vu l'appel manquer, Connor était déjà mort. Il avait laissé tomber son frère au moment le plus important. L'adjoint Walsh arriva 1 heure plus tard, l'air sombre. Tandis qu'il lui faisait écouter le message vocal et lui montrait les SMS de Cally, Tom écoutait sans l'interrompre, prenant des notes dans un petit carnet. C'est énorme, Lial. Si Connor a été assassiné, on est face à un complot entre Cally et ce personnage de Denny. Et les dessins de June? Sont-ils admissibles comme preuve? Potentiellement. Les témoignages d'enfants peuvent être très précieux, surtout lorsqu'ils sont corroborés par d'autres preuves. Tom a fermé son carnet, mais il nous en faut plus.
Le message vocal et les SMS sont bons, mais un avocat de la défense pourrait arguer qu'ils sont sortis de leur contexte. De quoi avez-vous besoin? De quelque chose de concret. Une preuve matérielle. Une confession. Quelque chose qui lie directement Cally et Denny à la mort de Connor. Elle pensa à Denny, à la façon dont il avait regardé June avec un dégoût à peine dissimulé. Cet homme était arrogant. Il se croyait plus intelligent que tout le monde autour de lui. Les arrogants font des erreurs. J'ai une idée, mais c'est risqué. À quoi penses-tu? Je pense que Denny aime se vanter. Et les vantards aiment le public. La taverne Murphy était le genre d'endroit où les secrets se noyaient. Lumière tamisée, coin sombre et un barman qui ne s'occupait que de ses affaires. C'était aussi la résidence secondaire de Denny Law. Alors que j'observais le bar depuis 3 soirs, découvrant les habitudes de Denny. Cet homme était un être d'habitude. Il arrivait à 20h, buvait jusqu'à la fermeture et passait la majeure partie de la soirée à déblatérer à qui voulait l'entendre. Ce soir, elle allait être ce public qui l'attendait que Denny ait bu 3 bières avant de passer à l'action. Denny était assis au fond du bar, racontant à 2 jeunes hommes ses prétendus exploits. Elle se glissa sur le tabouret à côté de lui et commanda un whisky. Tiens, si ce n'est pas le héros de guerre, la voix de Denny était déjà pâteuse. Viens pleurer ou boire une bière pour ton frère mort. Je vais garder sa voix neutre. Je prends juste un verre dans mon bar. Denny se tourna vers lui, titubant légèrement. C'est drôle comme tu évites cet endroit depuis des mois et que maintenant tu es là. J'en ai peut-être marre de faire mon deuil tout seul. Denny eut un rire rauque. Le deuil? C'est fort. Ton frère était un perdant. Marin n'arrivait pas à rendre sa femme heureuse. Il n'arrivait pas à maintenir son entreprise à flot. Un héros de guerre. Les mains de elle se resserrèrent autour de son verre, mais il garda son calme. Connor avait ses problèmes. Des problèmes? C'est une façon de dire. Denny prit une autre gorgée de bière. En vérité, Cally était malheureuse avec lui. Elle méritait mieux. Quelqu'un comme toi. C'est vrai. Quelqu'un comme moi. Je sais comment traiter une femme. Je sais comment subvenir aux besoins d'une famille. De la famille de qui? Les yeux de Denny se plissèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? La haussa les épaules. Je me demandais juste pour la scie. Ça doit être dur. Élever l'enfant d'un autre. La scie est à moi. Les mots sortirent vite et sur la défensive. Elle a mes yeux, ma personnalité. Rien à voir avec son père déprimant. Drôle. Elle porte le nom de famille de Connor. On peut changer de nom. Denny se pencha plus près, son haleine empestant la bière et la cigarette. On peut changer beaucoup de choses quand les bonnes personnes sont hors de vue. Elle sentit son pouce accélérer. Ça a dû être opportun quand Connor est mort. Ça ne suffit pas à exprimer l'idée. Puis il rit de nouveau. Cet homme était un désastre ambulant, grimpant sur les falaises comme une sorte de bouquetin, voué à tomber un jour. Certains pensent qu'il a été poussé. Le visage de Denny se figea. L'espace d'un instant, la bravade ivre disparut, remplacée par quelque chose de froid et de calculateur. Certaines personnes réfléchissent trop. Connor glissa. Fin de l'histoire. Étiez-vous là quand c'est arrivé? Bien sûr que non. Je travaillais ce jour-là. Demandez à n'importe qui, mais elle avait déjà vérifié. Denny s'était déclaré malade ce jour-là, prétextant une intoxication alimentaire. Son alibi était, au mieux, mince. Ça a dû être effrayant pour Cally de trouver le corps dans cet état. Elle ne l'a pas trouvé. Un randonneur l'a fait. Le lendemain matin, la voix de Denny devenait plus forte, attirant l'attention des autres clients. Cally était resté à la maison avec les filles toute la journée. C'était intéressant. D'après le rapport de police, c'est Cally qui avait signalé la disparition de Connor parce qu'il n'était pas rentré dîner. Mais le dessin de June la montrait à la falaise avec Denny et Connor. Perdre un mari encore si jeune. Tragique. Tragique. Denny renifla plutôt comme une bénédiction. Elle est mieux sans lui. Et Lassie aussi. Bon sang, même son étrange gosse est mieux sans lui. June, tu crois qu'elle est mieux sans son père? Cette gamine a des problèmes. Toujours à la fixer. Toujours à l'observer.
Ça me donne la chair de poule. Denny finit sa bière et fit signe d'en prendre une autre. Cali aurait dû l'envoyer loin il y a des mois. Où? N'importe où. Une famille d'accueil, de la famille, peu importe. Elle n'est plus sous la responsabilité de Cali. Il sentait son contrôle lui échapper. Elle a 8 ans. Elle lui rappelle tout ce que Cali veut oublier. Chaque fois qu'elle regarde cette gamine, elle voit le visage de Connor. Denny s'adossa à son tabouret, mais tout cela va bientôt changer. Comment ça? Les yeux de Denny brillèrent d'un plaisir malicieux. Disons que Cali en a marre de jouer à la maison avec le gosse de quelqu'un d'autre. Il existe des endroits pour les enfants comme June. Des endroits où ils peuvent obtenir l'aide dont ils ont besoin. Quel genre d'aide? Celle qui les occupe et les tient à l'écart. Loin. Lo fouilla dans la poche de sa veste et activa l'application d'enregistrement sur son téléphone. Il espérait quelque chose d'incriminant, mais c'était au-delà de ses espérances. Denny avouait en substance un complot visant à abandonner June. On dirait que Cali et toi avez tout compris. On l'a toujours compris. La voix de Denny se transforma en un murmure conspirateur. Même avec Connor, cet homme était tellement prévisible. Il suffisait d'appuyer sur les bons boutons, de l'emmener au bord du précipice et de laisser la nature suivre son cours. Le sang de elle se glaça. Tu l'avais piégé. Pas besoin de le piéger. Il fallait juste lui donner une raison d'être là. Puis il éclata de rire. Le son résonna dans le bar. Tu lui as dit que Cali avait des ennuis. Qu'elle avait besoin d'aide. Ce crétin est arrivé en courant. Et après? Puis nous avons eu une conversation sur l'avenir, sur le fait que certaines personnes ne méritent pas les familles qu'elles ont. Le regard de Denny était perdu dans le vague, perdu dans ses souvenirs. Connor s'est énervé, s'est mis à hurler à propos de ses filles, à dire qu'il n'aurait jamais laissé Cali les lui enlever. Alors tu l'as poussé, alors il est tombé. Le sourire de Denny était froid et satisfait. Incroyable comme ces rochers peuvent être instables. Une minute, tu es là à te disputer, la minute suivante, tu dévales une montagne. Qu'a fait Cali? Enfin, elle le fait toujours. Elle a pleuré et continué. Elle a fait grand semblant de chagrin, mais elle savait que c'était pour le mieux. Elle savait que nous étions faits pour être ensemble, tout en gardant une voix calme, même si tout en lui hurlait vengeance. Et June a tout vu. Le visage de Denny s'est assombri. Cet enfant est un problème. Depuis toujours, mais plus pour très longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Cali lui a trouvé un endroit. Un établissement agréable et calme dans le nord de l'État où June peut recevoir le traitement psychiatrique dont elle a manifestement besoin. Le sourire de Denny est revenu. Des enfants qui voient des choses qui ne se sont pas produites, qui mentent sur leurs mères aimantes. Ils ont besoin d'une aide professionnelle. Elle ne ment pas. Bien sûr qu'elle ment. Des enfants perturbés. Probablement depuis la mort de Connor. Un traumatisme peut faire imaginer toutes sortes de choses aux enfants. Denny termina sa nouvelle bière en 3 longues gorgées. Heureusement que Cali veille sur elle. Toutes les mères ne se donneraient pas autant de mal pour que leur fille reçoive l'aide dont elle a besoin. Ils comprirent alors ce qu'ils préparaient. Cali allait faire déclarer June mentalement instable et la placer dans une institution. Cela aurait 2 effets, discréditer June en tant que témoin et la faire disparaître définitivement de leur vie. Quand est-ce que ça va arriver? Bientôt. Cali a rendez-vous avec des médecins cette semaine. Des assistantes sociales, des gens qui comprennent que parfois, la meilleure chose à faire pour un enfant est de lui apporter une aide professionnelle. Puis il se leva en titubant. À ce propos, je devrais y aller. Cali prépare le dîner ce soir, et j'ai promis d'apporter le dessert. Il jeta de l'argent sur le bar et se dirigea vers la porte. Elle attendit 5 minutes, puis le suivit dehors. Denny cherchait ses clés de voiture sur le parking, visiblement trop ivre pour conduire prudemment. Lee sortit son téléphone et appela le bureau du shérif. L'adjoint Walsh. Tom, c'est Lial. Je suis à la taverne Murphy et Denny s'apprête à rentrer chez lui, ivre. Il tient à peine debout. J'envoie une unité. Et Tom, j'ai ce qu'il nous fallait. Denny vient d'avouer le meurtre de Connor. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Bon Dieu, Lial, dis-moi que tu as enregistré. Chaque mot. Alors que tous étaient assis dans son camion, attendant l'arrivée de la police.
Il repensa au message vocal de Connor, au dessin de June, à la conversation qu'il venait d'enregistrer. Les pièces du puzzle commençaient enfin à se mettre en place. Callie et Denny avaient assassiné Connor pour l'argent et la liberté. Ils comptaient se débarrasser de June en la faisant interner, et ils avaient presque réussi, mais Connor avait été plus malin qu'on ne le pensait. Il avait laissé des traces, et sa fille avait eu le courage de préserver la vérité dans ses dessins. Maintenant, l'heure était à la justice. Le bureau de Zara semblait plus petit avec tous ces gens entassés à l'intérieur. Assise en face de son bureau, Ruby était assise à côté de lui et l'adjointe Walsh se tenait près de la fenêtre. À eux deux, ils avaient rassemblé suffisamment de preuves pour potentiellement faire tomber Callie et Denny, mais il leur manquait encore une preuve. Les résultats du test de paternité sont arrivés ce matin, dit Zara en brandissant une enveloppe en papier craft. J'ai utilisé l'échantillon de la brosse à dents de Connor que Ruby m'a fourni et les cheveux de la brosse de Lassie que June m'a apporté. Ruby se pencha en avant. Dites-le nous. Zara ouvrit l'enveloppe et lut les résultats à voix haute. Connor Marin est exclu comme père biologique de Lassie Marin. Probabilité de paternité, 0%. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une condamnation à mort. Ruby ferma les yeux et secoua la tête. Cette pauvre petite fille. Elle ne sait pas. Si. Je ne pense pas, dit-elle. Connor avait mentionné dans son message vocal qu'il venait de recevoir les résultats du test. Il était mort avant d'avoir pu en parler à qui que ce soit, sauf à Callie. Ajouta l'adjointe Walsh. Elle devait savoir que Connor avait des soupçons. C'est probablement ce qui a déclenché le complot. Zara a mis les papiers de côté. Cela nous donne un mobile. Callie avait peur que Connor divorce et emmène June. Elle perdrait sa maison, sa sécurité financière, tout. Et elle perdrait Lassie aussi, dit doucement Ruby. Si Connor n'était pas le père, il n'avait aucune obligation légale de la soutenir. En pensant à la petite fille aux boucles blondes et au sourire éclatant, Lassie ignorait que l'homme qu'elle appelait papa n'était pas son père biologique. Elle ignorait que sa mère l'avait tué pour protéger son secret. Il faut agir vite. L'adjointe Walsh a dit que si Callie avait des soupçons sur elle, elle disparaîtrait. Prends les deux filles et cours. Et June? Enfin. Denny a dit que Callie prévoyait de la faire interner, c'est déjà fait. J'ai appelé les services de protection de l'enfance ce matin. Ils ouvrent une enquête sur la base des preuves que nous avons fournies. Zara a sorti un autre dossier. June sera retirée de la garde de Callie, ce qui compromet l'issue de l'enquête. Aujourd'hui, alors qu'il venait la chercher à l'école dans une heure, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'anxiété. June serait en sécurité, mais elle serait aussi terrifiée. Elle avait déjà traversé tant d'épreuves, et maintenant, elle allait être placée en famille d'accueil. Puis-je être là quand ils l'emmèneront? En fait, j'espérais que tu accepterais d'être sa tutrice temporaire. Ta famille, tu as un foyer et des revenus stables, et elle te fait confiance. Zara sourit. Ce serait beaucoup moins traumatisant pour elle. Et Lassie? C'est plus compliqué. Techniquement, Callie est toujours sa tutrice légale, et nous n'avons aucune preuve qu'elle maltraite Lassie comme elle le fait avec June. Mais Lassie est aussi en danger. Si Callie apprend que nous sommes au courant du meurtre de Connor, elle pourrait s'en prendre à elle. L'adjointe Walsh hocha la tête. C'est pourquoi nous déménageons aujourd'hui. Et pourquoi pas des mandats d'arrêt contre Callie et Denny? Complot en vue de commettre un meurtre, fraude, mise en danger d'enfants. On viendra les chercher en même temps, pour qu'aucun des deux ne puisse prévenir l'autre. Ruby tendit la main et serra celle de elle. Connor serait si fier de toi. Tu as tenu ta promesse. J'aurais dû la tenir plus tôt. Tu l'as tenue au moment opportun. Une heure plus tard, elle était assise dans son camion devant l'école primaire de June, surveillant l'entrée. À 14h15, la cloche sonna et les enfants commencèrent à sortir du bâtiment. Il aperçut June marchant seule, son sac à dos en bandoulière, la tête baissée. Elle leva les yeux en voyant son camion et sourit. C'était le premier sourire sincère qu'il lui avait vu depuis des semaines. Oncle Lial. Elle courut vers le passager et monta dedans. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te chercher, mon petit. Il faut qu'on parle. Son sourire s'effaça. J'ai des ennuis? Non, ma chérie. Tu n'as pas de problème, mais certaines choses vont changer, et je voulais te les expliquer. Il la conduisit à son chalet, lui laissant le temps de poser des questions en chemin. À leur arrivée, Zoro attendait dans le salon.
Tu te souviens, mademoiselle Zara? La dernière fois qu'ils sont entrés, c'était « Salut June ». La voix de Zara était douce. Je suis contente de te revoir. June était assise sur le canapé entre eux, les mains jointes sur les genoux. Elle paraissait petite et vulnérable, mais il y avait une force dans ses yeux qui rappelait Connor Alial. June, tu sais comment tu m'as raconté les choses que ta mère faisait? À propos de dormir dans le placard et d'être laissée seule. Elle hocha la tête. Eh bien, les adultes ont décidé que tu ne devais plus vivre avec ta mère. Du moins pas pour un moment. Les yeux de June s'écarquillèrent. Où est-ce que je vais vivre? Avec moi si tu veux. Ça te dirait? Vraiment? Je peux vivre ici tout le temps. Pour l'instant, oui, et peut-être pour toujours si c'est ce que tu veux. June lui jeta les bras autour du cou. Oui, je veux rester avec toi au-dessus de sa tête pendant que je rencontrais Zar dans les yeux. Ils savaient tous les deux que ce n'était que le début. Il y aurait des audiences, des enquêtes, l'attention des médias. Mais pour l'instant, June était en sécurité. Et Lassie, demanda June en reculant. Viendra-t-elle vivre ici aussi? On ne sait pas encore. Lassie devra peut-être vivre chez d'autres membres de la famille pendant un certain temps. June hocha la tête solennellement. Maman n'appréciera pas ça. Non, probablement pas. Mais parfois, les adultes doivent prendre des décisions difficiles pour assurer la sécurité des enfants. La reverrai-je un jour? Elle échangea un nouveau regard avec Zara. Comment? Annoncer à une enfant de 8 ans que sa mère risque la prison pour meurtre? Je ne sais pas, ma chérie. Cela dépend de beaucoup de choses. June resta silencieuse un instant, le temps d'assimiler cette information. Puis elle leva les yeux vers Lial avec ses yeux bleu-gris qui ressemblaient tant à ceux de Connors. Oncle Lial, vas-tu me dire la vérité sur ce qui est arrivé à papa? La question le frappa comme un coup dur. Il redoutait ce moment. Mais il savait que June méritait l'honnêteté. De quoi te souviens-tu de ce jour-là? Je me souviens que maman et Denny étaient là. Je me souviens que papa était tombé. Je me souviens avoir fait des dessins à ce sujet. Mais maman a dit que je mentais. Tu ne mentais pas, June. Tes dessins étaient vrais. Ton papa n'est pas tombé par accident. Elle hocha la tête comme si elle l'avait su depuis le début. Denny l'a poussé. Comment sais-tu ça? Je l'ai vu. Ils étaient tous près du bord et papa me montrait du doigt dans la voiture. Puis Denny a posé ses mains sur la poitrine de papa et a poussé très fort. Je vais la serrer contre moi. Je suis désolé que tu aies vu ça, ma puce. Et je suis désolé que les adultes ne t'aient pas cru. Me croient-ils maintenant? Oui. Et ils vont s'assurer que Denny et ta mère ne puissent faire de mal à personne d'autre. June se recula et le regarda sérieusement. Vont-ils aller en prison? Probablement. Bien. Le mot fut prononcé avec une finalité silencieuse qui brisa le cœur de Lee. Aucun enfant de 8 ans ne devrait ressentir ça pour sa mère. Il pouvait être 17 heures. L'adjoint Walsh a appelé. On les a eus tous les deux. Callie était à la maison. Denny était au bar. Ni l'un ni l'autre n'a résisté, mais Callie exige de savoir où est June. Que lui as-tu dit? Que June est en sécurité et que c'est tout ce qu'elle a besoin de savoir. Elle? On aura besoin de June pour témoigner un jour. Ça te va? Il regarda June, qui coloriait à la table de la cuisine. Elle avait déjà traversé tant d'épreuves, mais elle était le témoin clé dans l'affaire du meurtre de Connor. C'est son choix, mais si elle est d'accord, on fera tout ce qu'il faut. Bien. Oh, et Lyle. L'avocat de Callie parle déjà d'un arrangement. Elle veut éviter le procès. Quel genre d'accord? Ça dépend de ce qu'elle est prête à avouer. Mais de toute façon, elle part pour longtemps. Après que Walsh eut raccroché, eh bien, il s'assit à côté de June à la table. Elle dessinait de nouveau, mais cette fois, le dessin était différent. Il représentait une maison avec des fleurs dans le jardin. 2 bonhommes allumettes se tenant la main et un chien courant sur la pelouse. Qu'est-ce que c'est que ce désir? C'est là que je veux vivre, dit June sans lever les yeux. Avec toi et peut-être un chien. On pourrait prendre un chien? Peut-être. Quel genre de chien? Un grand. Un qui puisse nous protéger. La souris. Je pense que ça peut s'arranger. Au fil de la soirée,
June semblait plus détendue qu'il ne l'avait jamais vue. Elle l'aidait à préparer le dîner, parlait de l'école et riait même à ses mauvaises blagues. Pour la première fois depuis des mois, elle ressemblait à une enfant de 8 ans normale. Mais à l'heure du coucher, son anxiété revint. Oncle Lial, et si maman venait me chercher? Elle ne peut pas. Elle n'a plus le droit de venir ici. Mais si elle essayait? Elle s'assit au bord du lit et lissa ses cheveux en arrière. Alors je te protégerai. C'est comme ça que font les familles. Elles se protègent les unes les autres. Sommes-nous une famille maintenant? On a toujours été une famille, mon petit. On vit juste dans la même maison maintenant. June sourit et ferma les yeux. En quelques minutes, elle s'endormit. Elle resta longtemps sur le seuil, observant son visage paisible. Demain apporterait de nouveaux défis, des audiences, l'attention des médias, le long processus de guérison. Mais ce soir, June était saine et sauve et le meurtrier de Connor était derrière les barreaux. Le palais de justice vibrait de tension tandis que les gens entraient dans la salle pour l'audience relative à la garde de Cali. La nouvelle du meurtre de Connor avait été révélée 3 jours plus tôt, et les médias locaux couvraient chaque développement. Elle était assise au premier rang avec Ruby et Zara. June entre elles, vêtue de sa plus belle robe et affichant une expression nerveuse. De l'autre côté de l'allée, Cali était assise avec son avocat, un homme de la ville à la tenue soignée, spécialisé dans la défense de clients fortunés. Elle paraissait différente de ce dont elle se souvenait, plus mince, plus pâle, avec des cernes sous les yeux. 3 jours de prison avaient terni son apparence soignée. Levez-vous pour l'honorable juge Patricia Morrison. La juge Morrison était une femme sévère d'une 60aine d'années, aux cheveux gris et au regard intelligent. Elle siégeait depuis 20 ans et avait la réputation de rendre des décisions sans fioriture. Il s'agit d'une audience relative à la garde de June Marin, 8 ans. L'État cherche à retirer l'autorité parentale de Cali Marin et à accorder la garde à la Marin, l'oncle paternel de l'enfant. L'avocat de Cali s'est levé. Votre honneur, ma cliente conteste cette procédure. Madame Marin est une mère aimante qui n'a jamais été condamnée pour un crime. Ces accusations reposent sur les fantasmes d'une enfant perturbée, entraînée par un parent vengeur. Le regard du juge Morrison s'est porté sur June, assise tranquillement entre Ruby et Zara. Nous entendrons toutes les parties avant de prendre une décision. Mademoiselle Caldwell, vous pouvez poursuivre. Zara s'est levée et s'est approchée du banc. En tant que tutrice et conseillère désignée par le tribunal pour June, elle présenterait les arguments pour retirer la garde de June à Cali. Votre honneur, les preuves dans cette affaire dressent un tableau clair de maltraitance et de négligence systématique. June Marin a été forcée de dormir dans un placard aménagé tandis que sa demi-sœur bénéficie d'une chambre convenable. Elle a été laissée seule pendant des heures pendant que sa mère discutait avec son petit ami. Elle a été maltraitée physiquement et émotionnellement, traitée de laide et indésirable, et menacée d'abandon. Objection. L'avocat de Cali l'a interrompu. Ce sont des allégations sans fondement de la part d'une enfant qui a subi. Le juge Morrison a dit froidement. Vous aurez votre tour de parole. Maître, continuez. Mademoiselle Caldwell. Zara a hoché la tête. De plus, June a été témoin du meurtre de son père il y a 8 mois et a été réduite au silence et menacée par sa mère pour l'empêcher de raconter ce qu'elle a vu. Je possède des documents, des déclarations et des dessins de June qui montrent clairement son traumatisme et la source de ce traumatisme. Elle a remis un dossier à l'huissier qui l'a remis au juge. Le juge Morrison l'a ouvert et a étudié les dessins de June en silence. Son expression s'assombrissait à chaque page. Votre honneur, j'aimerais. Appelez June Marin à témoigner. L'avocat de Cali s'est levé d'un bond. Objection. L'enfant n'a que 8 ans et a été coaché. Décision rejetée. Les enfants sont des témoins compétents dans ma salle d'audience lorsqu'ils comprennent la différence entre la vérité et le mensonge. Le juge Morrison regarda June. Jeune fille, voulez-vous raconter au tribunal ce qui s'est passé? June leva les yeux vers Lial, qui hocha la tête d'un air encourageant. Puis elle se leva et se dirigea vers la barre des témoins, sa petite silhouette éclipsée par la chaise pour adultes. June, comprenez-vous ce que signifie dire la vérité? Demanda doucement le juge Morrison. Oui, madame. Cela signifie dire ce qui s'est réellement passé, pas ce qu'on veut que vous disiez. Et promettez-vous de dire la vérité aujourd'hui? Oui, madame. Zara s'approcha de la barre des témoins. June, pouvez-vous nous parler de votre chambre chez votre mère? Ce n'est pas vraiment une chambre.
C'est un placard avec un matelas par terre. Maman dit que c'est confortable, mais c'est sombre, petit et effrayant. Où dort votre sœur Lassie? Dans la chambre de princesse. Elle a un grand lit, plein de jouets et une fenêtre avec de jolis rideaux. Votre mère vous a-t-elle déjà expliqué pourquoi vous ne pouviez pas dormir dans une chambre normale? La voix de June se fit plus basse. Elle dit, les jolies filles ont droit à de jolies chambres. Elle ajouta, je ne suis pas jolie parce que je ressemble à papa, et ressembler à papa la rend triste. Callie émit un son de protestation, mais son avocat lui posa une main sur le bras pour la retenir. June, peux-tu nous raconter le jour où ton père est mort? June prit une grande inspiration. Maman avait dit qu'on allait cueillir des bailles, mais arrivé dans les bois, elle m'a dit de rester dans la voiture. Puis papa arriva et ils étaient tous debout près de la falaise. Qui était debout près de la falaise? Maman, papa et Denny. Ils se disputaient à propos de quelque chose. Papa n'arrêtait pas de me montrer du doigt dans la voiture et maman pleurait. Que s'est-il passé ensuite? Denny a poussé papa très fort et papa est tombé des rochers. La voix de June se mit à trembler. Je voulais l'aider, mais maman revint à la voiture et dit qu'on devait partir. Elle disait que si je racontais à qui que ce soit ce que j'avais vu, il m'arriverait des malheurs. Le silence était total dans la salle d'audience. La juge Morrison prenait des notes, sa plume parcourant rapidement la page. June, en as-tu déjà parlé à quelqu'un d'autre? J'en ai fait des dessins, mais maman les a trouvés et a dit que je mentais. Elle a dit que j'avais tout imaginé parce que papa me manquait. Mais vous savez que vous ne rêviez pas, n'est-ce pas? Oui, madame. J'étais éveillé tout du long. Zara retourna à sa place et l'avocat de Callie s'approcha de la barre des témoins. Son expression était plus douce maintenant, comme s'il réalisait l'ampleur de ce qu'il avait à affronter. June, tu aimes ta mère, n'est-ce pas? Moi aussi. Et tu veux vivre avec ton oncle Lyle parce qu'il a été gentil avec toi. Je veux vivre avec lui parce qu'il ne me traite pas de moche et parce qu'il me croit quand je dis la vérité. L'avocate a tenté quelques questions supplémentaires, mais les réponses de June étaient cohérentes et inébranlables. Lorsqu'il eut terminé, la juge Morrison a demandé une courte suspension d'audience. Lial et Zara sortirent avec June et Ruby. Dans le couloir, l'adjoint Walsh attendait, l'air sombre. Nous venons de recevoir les résultats ADN de Lassie, dit-il doucement. Ceux qui la comparent à Denny et dont il est le père. Aucun doute là-dessus. Je vais lui fermer les yeux. Donc Callie ment sur la filiation de Lassie depuis 5 ans. C'est pire. Nous avons trouvé des documents financiers montrant que Denny versait une pension alimentaire à Callie en catimini depuis des années. Ils sont ensemble depuis le début. De retour au tribunal, Zara demanda l'autorisation de présenter de nouvelles preuves. Elle remit les résultats ADN au juge et en expliqua la signification. La juge Morrison lut les documents en silence, puis leva les yeux vers Callie avec une expression de dégoût. Madame Marin, ces résultats ADN montrent que Lassie n'est pas la fille biologique de Connor Marin, mais bien la fille de Denny Law, votre petite amie actuelle. Est-ce vrai? Murmura l'avocat de Callie à son oreille avec insistance. Mais elle secoua la tête et se leva. Oui, c'est vrai. Un murmure parcourut la salle d'audience. La juge Morrison frappa du poing son gavelet pour réclamer le silence. Et votre défunt mari était-il au courant? Il l'a appris récemment. Il était bouleversé. J'imagine. Mademoiselle Caldwell, avez-vous d'autres preuves à présenter? Oui, votre honneur. J'aimerais écouter un enregistrement. Zara a activé un petit appareil et la voix de Connor a rempli la salle d'audience. C'est moi. J'ai essayé de vous appeler, mais je suis tombé directement sur la messagerie. Écoutez, Callie a menti sur tout. L'argent, l'assurance, même Lassie. J'ai reçu les résultats du test de paternité, et elle ne s'en soucie pas, l'enregistrement a duré plusieurs minutes. À la fin, la salle d'audience était en plein chaos. Les journalistes prenaient des notes avec frénésie, et Callie sanglotait dans ses mains. La juge Morrison frappait son gavelet à plusieurs reprises. À l'ordre? Je maintiendrai l'ordre dans ma salle d'audience. Lorsqu'une salle s'est tue, elle a regardé Callie droit dans les yeux. Madame Marin, votre mari a laissé ce message le jour de sa mort. Il craignait clairement pour sa sécurité et le bien-être de ses enfants. 3 heures plus tard, il était mort dans des circonstances suspectes. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? L'avocate de Callie a tenté de protester, mais elle parlait déjà.
Vous ne pouvez rien prouver. Connor est tombé. C'était un accident, mais vous étiez là quand c'est arrivé, n'est-ce pas? Avec Monsieur Lowe. Cally a regardé la salle d'audience d'un air égaré. Vous essayez de me piéger. Ce ne sont que des mensonges. Le juge Morrison était glacial. Madame Marin, au vu des preuves présentées aujourd'hui, je retire immédiatement vos droits parentaux sur June Marin. La garde est accordée à la Marin avec effet immédiat. La salle d'audience a de nouveau explosé. Cally a crié et s'est jeté sur June, mais les huissiers l'ont maîtrisé. Vous ne pouvez rien prouver. La voix du juge Morrison a tranché la confusion. Madame Marin, je vous suggère de vous concentrer sur votre prochain procès pénal, et j'ordonne une évaluation séparée de la garde de la scie, compte tenu des preuves de fraude et de complot dans cette affaire. Alors qu'ils escortaient Cally hors de la salle d'audience, elle se retourna et hurla à Lial, ce n'est pas fini. Vous pensez avoir gagné, mais ce n'est pas fini. Le juge Morrison attendit que l'agitation se calme, puis regarda June, assise calmement à sa place malgré le chaos environnant. Jeune fille, vous avez été très courageuse aujourd'hui. J'espère que vous serez satisfaite de votre nouveau tuteur. Merci, madame. Je pense que je le serai. 2 semaines après l'audience pour la garde des enfants, nous étions assis dans le bureau de la procureure Rebecca Martinez avec l'adjointe Walsh et le procureur principal chargé de l'affaire du meurtre de Connor. Sur la table, entre eux, se trouvait une montagne de preuves, les dessins de June, la messagerie vocale de Connor, les SMS de Cally, les aveux enregistrés de Denny et les résultats ADN prouvant la véritable filiation de la scie. C'est le dossier de meurtre le plus solide que j'ai vu depuis des années, dit la procureure Martinez en feuilletant les dossiers. Vous avez un mobile, une opportunité, un témoignage oculaire et des aveux partiels. N'importe quel avocat de la défense conseillerait à ses clients de négocier un plaidoyer. De quel genre d'accord parlons-nous? Demandons pour Denny, probablement la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle s'il coopère, pour Cally, 25 ans, la prison à vie selon son degré d'implication. Martinez clôt le dossier. La question est de savoir si nous voulons aller au procès ou accepter. Quel est l'avantage d'un procès? Une justification publique? Une divulgation complète de ce qu'ils ont fait? Martinez se renversa dans son fauteuil. L'inconvénient est que June devrait témoigner en audience publique probablement plusieurs fois. Les avocats de la défense tenteraient de la discréditer, suggérant qu'elle a été manipulée ou confuse. Tous pensaient à June, qui commençait lentement à guérir, mais se réveillait encore avec des cauchemars parfois. L'idée de lui faire subir un long procès lui retournait l'estomac. Que recommandez-vous? Parlez à June. C'est le témoin clé. Si elle est prête à témoigner, nous irons au procès et enfermerons ces monstres pour toujours. Si elle n'est pas prête, nous acceptons la demande et garantissons qu'ils ne retrouveront jamais la liberté. Ce soir-là, alors qu'elle était assise avec June sur sa véranda, à regarder le coucher de soleil peindre le ciel de nuances orange et rose, elle dessinait dans un nouveau carnet, non pas les images sombres et traumatisantes d'avant, mais des images de fleurs, d'animaux et de scènes joyeuses. June, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Elle leva les yeux de son dessin. Est-ce à propos de maman et de Denny? Oui. Les avocats voulaient savoir si tu serais prête à raconter ton histoire à un plus grand nombre de personnes lors d'un procès. June y réfléchit sérieusement. Serais-tu présente à chaque instant? Maman sera-t-elle présente? Oui. Et ces avocats te poseraient des questions, essaieraient de te faire douter de ce que tu as vu. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais que tu le sais. La question est de savoir si tu es assez forte pour le dire à tout le monde. Même quand on essaie de te perturber ou de te faire culpabiliser. June posa son crayon et regarda le coucher de soleil. Cela contribuera-t-il à les faire aller en prison? Peut-être, mais ils iront probablement en prison de toute façon. Alors pourquoi devrais-je témoigner? J'ai eu du mal à trouver les mots justes, car parfois, les gens ont besoin d'entendre la vérité de la bouche de celui qui l'a vécu. Ton père ne peut plus parler pour lui-même, mais tu peux parler pour lui. June hocha lentement la tête. Papa voudrait que les gens sachent ce qui s'est réellement passé. Il le ferait? Alors je le ferai. Je raconterai à tout le monde ce que j'ai vu. Je la serrerai contre moi. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse, mon petit. Je ne suis pas courageuse. J'en ai juste assez d'avoir peur. 3 jours plus tard, ils ont reçu des nouvelles inattendues. L'avocat de Cally a appelé le procureur Martinez avec une offre.
des aveux complets en échange de la prison à vie sans libération conditionnelle au lieu de la peine de mort. Elle veut éviter le procès. Martinez a expliqué à Lial au téléphone. Elle est prête à plaider coupable de complot en vue de commettre un meurtre et à témoigner contre Denny. Et Denny? Son avocat résiste. Il pense toujours pouvoir gagner au procès, même avec Cali qui témoigne contre lui. Apparemment, son avocat pense pouvoir la discréditer en la présentant comme une femme méprisée qui tente de se sauver. Je vais y réfléchir. Et si on avait plus de preuves? Quelque chose qui placerait définitivement Denny sur les lieux. Comme quoi? Je ne sais pas encore, mais donnez-moi quelques jours. Elle a passé la matinée suivante à Miller S. La falaise où Connor était mort. La police avait fouillé la zone de fond en comble, mais elle cherchait des preuves d'un accident, pas d'un meurtre. Avec un regard neuf, elle a examiné chaque centimètre carré de la falaise et des environs. Il a trouvé ce qu'il cherchait coincé dans une crevasse à 6 mètres sous la falaise principale. Le téléphone de Connor était fissuré et endommagé par l'eau, mais peut être récupérable. La police pensait qu'il ne l'avait pas sur lui, mais Connor ne sortait jamais sans son téléphone. Elle a appelé l'adjoint Walsh, qui l'a retrouvé sur place avec une équipe de recherche de preuves. Ils ont soigneusement extrait le téléphone et l'ont emmené d'urgence au laboratoire de police scientifique de l'État 2 jours plus tard. Le laboratoire a appelé pour donner les résultats. Le téléphone était endommagé, mais ils ont pu récupérer des données de la mémoire interne. Plus important encore, ils avaient récupéré un fichier vidéo partiel enregistré à 15h47. Le jour où Connor est mort. La vidéo était tremblante et l'audio était pauvre, mais il a clairement montré que 3 personnes se tenaient au bord de la falaise. Connor était au centre en train de faire un geste avec colère. Cali était à sa droite qui pleurait et Denny était à sa gauche se rapprochant de plus de Connor alors que l'argument s'améliorait. La vidéo s'est coupée brusquement, vraisemblablement lorsque Connor a laissé tomber le téléphone en tombant, mais c'était suffisant. Da Martinez a appelé une réunion d'urgence avec l'avocat de Denny. Face à des preuves vidéo plaçant son client sur les lieux du crime, la confiance de l'avocat s'est effondrée. Mon client est prêt à envisager un accord de plaidoyer, a-t-il dit tranquillement. Trop tard, a répondu Martinez. Nous vous avons déjà offert un accord. Vous le refusez. Maintenant, nous allons à l'essai avec tout ce que nous avons. En quelques heures, la nouvelle des preuves vidéo a divulgué aux médias. Le soir, les avocats de Cali et de Denny appellent pour négocier de nouvelles offres de plaidoyer. Martinez était impitoyable. La vie sans libération conditionnelle pour les deux. Des confessions complètes, des déclarations détaillées sur la planification et l'exécution du meurtre de Connor, pas d'admissibilité à la